Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous, merci d'écouter Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Nous allons continuer notre série sur l'étude créée par l'Alliance Digitale, le marketing digital, une filière au cœur de l'économie française, pour parler plus précisément dans ce deuxième épisode du recrutement, qui est un enjeu stratégique pour nos entreprises. On parle même de guerre de talent, terme qui est utilisé pour décrire la compétition intense entre les différentes entreprises. Bref, autour de la table, j'ai la chance de recevoir Pierre Devoise de l'Alliance Digitale, Yannick Cabrol de EY et Stanley Maman qui m'accompagnent pour animer ce podcast. Merci messieurs d'être présents à cet épisode. On va commencer par un rapide tour de table. Yannick, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour à toutes et à tous, Yannick Cabrol. Je travaille dans le cabinet de conseil EY qui a eu le plaisir de piloter cette étude pour l'Alliance Digitale. Et je travaille en particulier sur les sujets d'évaluation de l'impact des principales filières économiques de notre pays et les stratégies de développement durable pour les organisations publiques et privées. Très clair. Pierre, merci une nouvelle fois pour ta participation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour à toutes et à tous, donc Pierre Devoise, je suis directeur général adjoint de l'Alliance Digitale en charge des affaires publiques, donc c'est moi qui ai mené avec Yannick l'étude sur l'impact économique du marketing digital en lien avec toute une série de membres. Écoute, super, merci Stanley. Écoute, bonjour à tous, moi je suis Stanley Maman, toujours, et je suis toujours ton associé sur notre ambitieux projet Prouvi qui permet d'aider les recruteurs à mieux recruter et les candidats à mieux candidater autour des valeurs de diversité, d'équité et d'inclusion. Et je suis ravi de t'accompagner pour décrypter cette très belle étude. Alors pour bien que nos auditeurs comprennent, on parle de quel type d'emploi et est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ? Ouais, donc la filière du marketing digital, elle concerne en France 300 000 personnes. Vous avez 36 000 emplois qui sont générés par les entreprises du marketing digital, donc le cœur de la filière. Ces entreprises du marketing digital, elles ont des dépenses. Ça permet de créer 65 000 emplois indirects et induits. Et autour de ce cœur, donc de ces 100 000 emplois, s'il y a des auditeurs bons en maths, vous avez deux pool de personnes qui gravitent. Un premier pool qui est un pool essentiellement de freelance. Et c'est une des spécificités du secteur. Vous avez environ 100 000 freelances qui travaillent pour les entreprises du marketing digital ou les clients de ces entreprises, les marques et les annonceurs. Et vous avez un deuxième pool, on y reviendra tout à l'heure, c'est particulièrement intéressant. C'est un pool de personnes qui ne travaillent pas pour les entreprises du marketing digital, mais qui pourtant utilisent les compétences du marketing digital directement chez les marques, chez les annonceurs, à la direction marketing de Danone, de Castorama, etc. On peut citer les marques sur Banous, n'hésitez pas à donner des exemples. Ok, très clair. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Je crois que la spécificité du marketing digital, c'est justement son caractère transverse. Yannick a cité le cœur de la filière, a cité ce qui est autour du cœur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui agissent sur finalement l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce qui fait un problème qui était celui qu'on devait résoudre dans l'étude, qui est la définition de ce secteur-là. Puisque même entre nous, experts du marketing digital, on avait forcément des difficultés à le définir puisque c'est véritablement transverse. Donc l'idée de cette étude était de comprendre où étaient ces emplois, quels étaient les métiers, pour finalement arriver collectivement à mieux comprendre ce qu'était le marketing digital et ce qu'était le marketing digital pour l'économie française. Ok, super, très clair. Stanley, est-ce que tu veux enchaîner ? Moi, j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit. On a mentionné les 100 000 freelances qui gravitent. Ça me paraît être un chiffre effectivement surprenant par rapport aux 36 000, on va dire, au cœur du système. Le sujet du freelancing est particulièrement
on va dire, moderne et d'actualité. Est-ce que vous voyez à travers cette étude, mais aussi notamment Yannick, tes connaissances et les études que tu as pu mener sur d'autres industries, est-ce que tu vois une tendance qui va au-delà du marketing digital? Est-ce que tu vois déjà des choses qui peuvent se transposer, on va dire? Alors sur le sujet des freelances, il faut avoir quelques ordres de grandeur en tête. En France, vous avez environ 1 million de freelances. Au cours des 10 dernières années, vous avez un taux de croissance annuel moyen de 5%. D'accord ? Donc ça croît très vite, quasiment 10 fois plus vite que ne croît le PIB français sur la période. Vous avez 10% des freelances qui travaillent pour les entreprises du marketing digital. 10%. Sur les 1 million, vous en avez environ 100 000. Or, le secteur du marketing digital, c'est 4,7 milliards d'euros de valeur ajoutée, donc de contribution au produit intérieur brut. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, le produit intérieur brut de la France, c'est environ 2500 milliards d'euros. Donc le marketing digital, c'est 4,7 des 2500 milliards d'euros de l'économie française, alors que sur les freelances, c'est 10%. Donc là, vous vous rendez compte que le secteur du marketing digital est un peu à l'avant-garde si l'on regarde ce développement exponentiel des freelances dans une économie qui est de plus en plus digitalisée. Très clair. Est-ce que ça a rapport aussi au fait que finalement, le secteur du marketing digital, c'est un jeune secteur qui attire des jeunes personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec la notion de statut d'auto-entrepreneur, etc. Est-ce que c'est une dynamique qui s'est créée de ce type-là? Comment vous l'expliquez, en fait, cette croissance? Alors, on ne l'explique pas nécessairement dans l'étude. On n'a pas de données sur l'âge des freelances dans l'étude ou leur formation. Ce qu'on constate, on pourrait dire que c'est probablement multifactoriel. Je ne sais plus exactement quand le modèle de l'auto-entrepreneuriat a été beaucoup plus développé. De mémoire, c'était quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Donc déjà, il y a une volonté du législateur de pousser ce type d'organisation des entreprises. Deuxième chose, nous, ce qu'on a constaté par rapport à ce qu'on conclut par rapport à ce besoin de freelance sur le marché, c'est qu'il y a une nécessaire digitalisation des entreprises françaises. Et quand je dis entreprises françaises, je parle pas des gros annonceurs qui ont entamé une digitalisation précoce. Je parle des entreprises, aussi bien du boulanger du coin que du coiffeur, qui a besoin de digitaliser ses activités. Peut-être qu'il y a eu un facteur aussi d'accélération avec la crise du Covid, et donc qui doit faire appel à des services de personnes qui sont en capacité de lui promouvoir sur Internet, sur les réseaux sociaux, ses produits. Et en réalité, nous, ce qu'on s'est dit, c'est toute l'économie française, de la plus petite jusqu'à la plus grosse boîte, fait du marketing digital sans le savoir. C'est Monsieur Jourdain du marketing digital. Et donc ça, c'était vraiment une des grandes découvertes de l'étude, et surtout la possibilité de quantifier cette découverte qui était hyper intéressant pour nous. Super intéressant, Stanley. Oui, en fait, ça m'emmène vers une autre réflexion, c'est la dimension, enfin les tensions, en fait, en termes de recrutement. L'étude en parle. J'aimerais que vous puissiez développer ce sujet-là, parce que clairement, on perçoit ici que les freelances jouent un rôle de soupape, finalement. Et enfin, c'est ma vision, c'est peut-être pas évidemment le seul attribut, loin de là. Mais en tout cas, il y a une tension, on le sait, dans notre industrie, dans l'industrie du marketing digital, pour le recrutement, principalement sur les métiers, on va dire, d'ingénieurs. Comment est-ce que vous voyez finalement se dessiner ces tensions, et comment est-ce qu'elles sont animées? La difficulté, quand on parle du marketing digital, là tu parlais des difficultés liées au recrutement des ingénieurs, et moi il y a une seconde je parlais de la boulangerie du coin. C'est qu'en fait, quand on dit marketing digital, on pense justement aux entreprises qui mobilisent des ingénieurs pour leur activité marketing digital, mais on pense aussi à cette boulangerie. Donc il faut bien essayer de différencier. Les freelances, ils
travaillent principalement avec ce type de petites entreprises qui ne vont jamais internaliser des compétences de marketing digital. Donc, ils jouent un réel service à ces petites entreprises. Aussi, potentiellement, pour la partie création, ils apportent aussi des externalités positives à des grandes agences. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, ce dont on parle dans l'étude, c'est ces difficultés de recrutement au sein des entreprises de marketing digital et évidemment des différents talents, expertises dont on manque. Je crois qu'il y a deux fortes difficultés. La première, c'est la disponibilité des compétences. On est sur des compétences qui sont extrêmement pointues et je pense qu'elles vont devenir de plus en plus pointues avec l'émergence, non pas l'émergence d'ailleurs, mais le caractère de plus en plus indispensable de l'intelligence artificielle, générative. Donc on va avoir une tension qui va probablement s'accroître. On a une majorité des entreprises de notre secteur qui ont des difficultés. Et par ailleurs, il y a une deuxième chose, et qui est aussi propre à la segmentation de notre marché, c'est qu'on a une concurrence entre les entreprises, du fait de la rareté des talents évidemment, mais du fait qu'on a des entreprises au sein du secteur qui sont beaucoup plus puissantes que les autres, et qui sont donc en capacité d'attirer des talents en France, mais qui sont aussi en capacité de faire venir ces talents ailleurs qu'en France et souvent aux États-Unis. Yannick, par rapport à ta vision? Alors ma vision sur les freelances, qui n'est pas exposée dans le rapport, mais pour les auditeurs, c'est que le phénomène du freelance, il est au cœur de 3 grandes transitions. Une transition qui touche au marché du travail, une seconde qui touche à l'organisation du travail et une troisième qui touche aux compétences. La première transition sur le marché du travail, c'est effectivement que sur certains métiers, vous avez de plus en plus de tensions et donc il y a un besoin de flexibilité. Le second sujet sur l'organisation du travail, c'est que vous vous rendez compte pour des entreprises du marketing digital beaucoup plus que pour des entreprises de l'ameublement, de l'industrie automobile, que l'on est sur des métiers qui sont digitalisables, télétravaillables, et donc que l'on peut, entre guillemets, archipéliser, ou en tout cas, on n'a pas besoin d'avoir tous ces ouvriers qui arrivent à 8h30 au même moment pour travailler sur une production à la chaîne. Et enfin, le troisième enjeu, qui a trait à la compétence des travailleurs, c'est que effectivement, les entreprises du marketing digital sont un peu le phare avancé, si je peux m'exprimer ainsi, de l'économie française, ou en tout cas, elles sont au cœur des transitions digitales, numériques, que l'économie française va devoir embrasser. Et en particulier, si on regarde les sujets d'intelligence artificielle, du big data, on se rend compte que les entreprises du marketing digital, bien avant les autres, sont obligées d'intégrer ces compétences, intégrer ces nouveaux business models, et ça nécessite d'être extrêmement flexible dans sa gestion des ressources humaines au sens large. Ouais, en fait, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 plaques tectoniques qui sont en train de se chevaucher, c'est-à-dire l'avènement de l'IA, ce que vous avez dit tous les deux, le besoin d'avoir des salariés qui comprennent tous ces enjeux et qui comprennent cette technique. Et en même temps, donc il y a l'IA qui commence à prendre place, à prendre la place de certains salariés, pour le dire très franchement en fait. Et donc pour moi, ma petite lucarne, je me dis, mais pour une entreprise, ça doit être ultra tendu en ce moment de se dire, bon, j'ai des nouvelles technos qui arrivent, j'ai besoin d'avoir des gens en interne, ou alors peut-être justement d'utiliser des ressources humaines pour passer ce guet, et en même temps, j'ai l'IA qui va remplacer. Donc, comment je pilote mes ressources humaines ultra tendues, quoi, pour une boîte? Alors, sur l'intelligence artificielle, je reviens sur ce point parce que le secteur du marketing digital, notamment le cœur de la filière, il est déjà très intelligence artificialisé, pour le dire de façon un peu triviale. Donc, l'émergence des sujets intelligence artificielle que l'on connaît aujourd'hui avec l'intelligence artificielle générative, c'est pas du tout quelque chose de nouveau pour nos entreprises. On sait que l'intelligence artificielle générative va pouvoir démultiplier toute une série de
de choses qui sont faites par les entreprises, notamment sur la création publicitaire, sur l'optimisation publicitaire, sur le placement d'inventaire. On sait que ça va avoir des effets qui sont démultipliés. De là à dire que à ce stade, l'intelligence artificielle a supprimé des emplois ou remplacé des emplois, je ne sais pas, ce n'est pas dit dans l'étude et je n'en suis pas forcément sûr si on regarde en fait la trajectoire globale du secteur qui continue à recruter. Alors il y a eu une toute petite période où le recrutement s'est un peu tassé, mais en réalité, on continue d'avoir un recrutement qui croît dans le secteur et qui croît plus vite que dans les autres secteurs. Ça veut bien dire que même si on a de l'intelligence artificielle, même si on a des difficultés de recrutement, le secteur continue de croître, on le voit qu'il continue de croître aussi d'un point de vue économique, donc c'est pour ça qu'il peut recruter, et va probablement continuer de croître en dépit de ce qu'on peut appeler finalement un choc technologique lié à l'intelligence artificielle générative. Ouais, peut-être un complément par rapport à ce qu'a dit Pierre. Effectivement, on se rend compte que le fait d'embarquer des technologies et des nouvelles compétences, ça peut avoir à très court terme un effet négatif peut-être sur les effectifs directs que les différents groupes peuvent avoir dans leurs entreprises, mais que cette baisse d'effectifs que l'on a évoquée dans l'étude d'ailleurs, elle est plus que compensée par le recours à des compétences externes à l'entreprise. Et donc peut-être, l'étude ne conclut pas ce que je vais vous dire, mais peut-être que l'intelligence artificielle, comme cela a été le cas avec les autres technologies au cours des dernières années, va aboutir à avoir une espèce de recentrage des effectifs des entreprises du marketing digital autour de certaines activités, certains salariés, et qu'ils vont peut-être demain devoir externaliser davantage de services pour acquérir ces compétences de pointe qui évoluent très rapidement. Mais pour la filière du marketing digital au global, c'est plutôt, entre guillemets, une bonne nouvelle parce que ce sont des sources de croissance qu'elles vont pouvoir un peu déverser dans le reste de l'économie française. Et peut-être un point là-dessus, c'est le secteur du marketing digital est pionnier en réalité. Il est déjà pionnier dans l'intelligence artificielle, il est déjà pionnier dans l'intelligence artificielle générative, et comme on l'a dit au début, et comme vous l'avez dit dans le premier podcast, le secteur, il est partout. Et donc, il va forcément y avoir de la diffusion qui va partir du cœur de la filière jusqu'à l'ensemble des briques du marketing digital. Et donc, le marketing digital va infuser les différentes techniques, les différentes modalités de l'ensemble, finalement, du secteur du marketing digital et non pas que du cœur de la filière et des entreprises technologiques auxquelles on pense un peu intuitivement quand on parle de marketing digital. Très clair. Stanley ? Oui, ça fait le lien, ça me fait penser dans l'étude et j'aimerais que vous puissiez nous partager peut-être quelques détails autour de ça sur ce que valorisent, on va dire, les dirigeants dans la formation. Peut-être, Yannick, tu veux dire un mot là-dessus, sur voilà, notamment notre capacité à innover, enfin, ces différents facteurs qui sont au cœur des stratégies des dirigeants. Oui, effectivement, pour sortir d'une idée reçue, on a demandé aux dirigeants de la filière pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi la France comme lieu d'implantation et lieu de développement. Déjà, on se rend compte que la perception est globalement positive et elle repose essentiellement sur deux pieds. Le premier pied, c'est ce que disent 2/3 des dirigeants de la filière, c'est qu'on a une main-d'œuvre qui est très qualifiée, bien formée, et nous disent-ils, sur certains profils d'ingénieurs en particulier, compétitive en prix par rapport aux ingénieurs que l'on peut trouver aux États-Unis, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous qui faisons régulièrement des études de compétitivité de filières économiques. Le deuxième sujet qui est souvent mentionné, c'est la capacité, on peut appeler ça un peu l'esprit French Tech, mais c'est la capacité à faire corps, à faire équipe, à créer un écosystème innovant en France, avec des petits acteurs qui travaillent avec des gros acteurs. Finalement, tout le monde se connaît. Votre podcast en est un peu l'illustration. Donc, ce sont ces deux piliers, à la fois qualité de la main-d'œuvre et qualité d'un écosystème, qui est souvent mentionné par les dirigeants de la filière. Alors très clair, il y a néanmoins quand même des pains pour les recruteurs et les chefs d'entreprise qui souhaitent recruter dans cette filière. Est-ce que tu peux nous donner les freins
il y a 3 freins qui sont identifiés. Et on peut dire que la France, sur ce sujet, est peut-être un peu victime de son succès. Je vous ai dit juste avant qu'elle était attractive parce qu'il y avait de la main-d'œuvre de qualité. Donc, ce que disent 60% des dirigeants, c'est que la disponibilité des compétences est un frein à leur développement. 48% d'entre eux estiment que la concurrence avec les autres entreprises du marketing digital entraîne ce que certains appellent une guerre des talents. Et le 3e sujet, c'est que la technicité du poste, c'est ce que l'on disait tout à l'heure sur l'importance d'évoluer très rapidement dans ce secteur, pour 40% des dirigeants, est là aussi un frein pour trouver le bon profil pour la bonne tâche. Ouais, moi, ça m'évoque une réflexion, je ne sais pas à quel point elle est précise, enfin, elle est vraie ou pas, mais très clairement, dans le marketing digital, il y a besoin aussi pour de changer un peu de paradigme, c'est-à-dire que on voit l'avènement depuis quelques années maintenant des écoles qui essayent de faire en sorte que les personnes souhaitant changer de carrière, en cours de carrière, puissent se former au marketing digital à travers des bootcamps, des bootcamps, oui. Je vais essayer de le garder, mais non, à travers les bootcamps, etc., que la voie classique de lycée, faculté ou lycée, école de commerce, etc., continue à être toujours aussi puissante, mais qu'il faut trouver d'autres moyens de former les gens pour pouvoir faire en sorte qu'ils aillent travailler dans les petites agences sans les dénigrer, parce que on va pas se voiler la face. Je pense que top HEC, enfin les top écoles de commerce partent chez Facebook, Google, etc. Et que les belles petites agences doivent aussi avoir des talents. Et voilà, enfin, comment vous voyez cette guerre des talents plus précisément ? Alors, sur la guerre des talents, j'y reviendrai après. Là, moi, ça me fait penser à un de nos membres, dont je vais lui faire une publicité gratuite, qui s'appelle Origami. Exactement, qui est passé dans le podcast Banous. Ça ne m'étonne pas qu'il soit passé dans le podcast Banous, et qui, justement, tout ce que tu viens d'évoquer sur les problématiques liées à l'accès à l'emploi et pour les entreprises de trouver les bons profils, cherche à y répondre. Et ils cherchent à y répondre en justement formant des profils souvent qui sont en phase de reconversion, qui sont demandeurs d'emploi et qui vont trouver dans le marketing digital à la fois quelque chose d'intéressant, des spécificités techniques qu'ils vont pouvoir développer et par ailleurs un secteur, encore une fois, je le dis, qui recrute. Et donc, nous, on a besoin d'organismes de formation comme Origami, puisque Alliance Digitale, c'est pas un organisme de formation, mais ce qu'on apporte avec cette étude, c'est aussi notre vision de ce qu'est le marketing digital, ce que sont les différents métiers, et là où on pourrait potentiellement aller plus loin dans une étude plus spécifique, ce serait de dire quels métiers sont les principaux en tension, ceux qui sont principalement en tension. Et derrière, construire à la fois avec des organismes comme Origami, mais aussi bien avec Pôle emploi, avec lequel d'ailleurs Origami travaille régulièrement, pour trouver des réponses. Et trouver des réponses, finalement, à la problématique de l'emploi plus globalement en France, parce qu'on est un secteur qui recrute. Très clair. Stanley ? Je pense qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je pense que... tu le sais, avec Prouvy, on travaille, on essaye de contribuer positivement à résoudre cette équation en intégrant notamment la dimension de diversité, d'équité, d'inclusion. Et oui, il y a des viviers de talent en France qui demandent que ça, je pense, de trouver un bon job dans une belle boîte avec du potentiel, avec de l'innovation. Maintenant, on a encore, je pense, des efforts à faire en termes d'ouverture de chakra, si tu me permets l'expression, amis recruteurs. Donc bon, là, l'objectif, c'est pas de faire de la promo de Prouvy, mais en tout cas, je pense que ouais, il y a clairement un sujet là-dessus. Peut-être pour aborder un autre item de l'étude, il y a la dimension étude du territoire finalement. Comment est-ce que on localise les différents pôles d'emploi, les différents potentiels aussi, finalement, relais d'Île-de-France, puisque c'est ça fait partie des surprises, je trouve, de l'étude, de voir comment le marketing digital est implémenté
au sein de la France. Est-ce que tu peux nous en parler ? La surprise de l'étude, effectivement, c'est que 57% de l'activité économique générée par la filière du marketing digital se situe à l'extérieur de l'Île-de-France. Pourquoi ce chiffre-là ? Plusieurs raisons à cela, certainement. La première, c'est que les entreprises du marketing digital, essentiellement des TPE et des PME, 9000 entreprises, elles suivent finalement l'activité économique du pays. Et elles suivent notamment les petits entrepreneurs, les boulangers, les artisans, les commerçants. On s'est rendu compte pendant la crise du Covid que la plupart des commerçants de nos centres-villes n'avaient pas de site internet, n'avaient pas de marketplace et ont été ravis de trouver des prestataires de services dans leurs agglomérations, leur permettant de trouver de nouveaux leviers de croissance. Et c'est cela que ce chiffre de 57% illustre. Il illustre certainement une deuxième chose, c'est que les enquêtes réalisées auprès des Français, en particulier des jeunes diplômés, montrent que de plus en plus ont envie d'un autre cadre de vie, et donc le digital nomadisme, si je peux m'exprimer ainsi, se développe et est en maître en parallèle du développement du phénomène des freelances, que l'on a vu tout à l'heure, qui permet aussi une territorialisation beaucoup plus grande de l'activité économique de ce secteur que si l'on le comparait à d'autres secteurs plus centralisés. Pour donner aussi mon point de vue là-dessus, on a mené il y a 2 ans et demi, au sein de l'IAB France à l'époque, une étude qui répondait aux mêmes objectifs, qui était de quantifier l'impact de la publicité en ligne sur l'économie française. On avait demandé au cabinet qui nous avait accompagnés d'essayer de localiser les différentes entreprises de la pub en ligne, voir si c'était comme ce qu'on pensait, c'est-à-dire parisienno-parisien, ou pas. Et la réponse pour la pub en ligne, c'était très parisien. À tel point que la carte que vous voyez dans l'étude, on l'a pas publiée pour celle de la publicité en ligne, pour être tout à fait franc. Le marketing digital, sa singularité, c'est ça. C'est une multiplicité de petites, voire tout petites entreprises, un peu partout sur le territoire, et qui viennent donner un petit coup de main aux entreprises très localement. Après, je voudrais quand même clarifier un point. Les 57% dont parle Yannick, qui sont évidemment très importants, mais ça veut bien dire qu'en Île-de-France, les 43 restent quand même très parisiens. Par ailleurs, on n'a pas fait l'exercice, parce qu'on sait la réponse, mais si on devait calculer à la fois la part du chiffre d'affaires qui est dans la zone parisienno-parisienne et le nombre d'emplois qui est dans la zone parisienno-parisienne, évidemment, on aurait des chiffres qui seraient très importants sur la région Île-de-France. Donc, on cherche pas du tout non plus à occulter ce point-là. L'idée, c'était vraiment de dire que l'ensemble du territoire français dispose de capacités et d'expertise de marketing digital. Au carrefour de tout ce qu'on vient de se raconter là, quelles sont les opportunités que vous voyez finalement pour à travers l'émancipation du marketing digital, donc dans sa capacité à être présent partout, sa capacité à travailler de manière asynchrone, cette capacité à drainer de la croissance, d'un point de vue donc purement emploi et décentralisation, qu'est-ce que pour vous c'est quoi finalement l'opportunité, les opportunités autour de ça? Alors, je vais paraphraser notre ancien ministre délégué au numérique, qui est désormais ministre délégué à l'Europe. Bravo à lui. Donc Jean-Noël Barrot, qui était intervenu lors de notre forum et qui a parlé du marketing digital comme véritable centre de formation. Pourquoi? Ça revient à ce qu'on se disait au préalable, c'est que beaucoup de technologies nécessaires à la digitalisation sont en train d'être développées à la fois au sein des entreprises de la filière cœur du marketing digital, mais aussi par des freelances. Et celles-ci vont se diffuser. Et elles vont se diffuser donc via les entreprises, mais aussi via des organismes de formation. Et on va pouvoir, parce que ces expertises vont devenir nécessaires, arriver à éduquer toute une série d'entreprises qui n'ont pas le marketing digital au cœur, que ce soit des annonceurs, des gros annonceurs, des petits annonceurs, des petites boîtes, qui vont bénéficier de ce qui est en train de se passer et de ce qui se construit en matière d'expertise au sein des entreprises du marketing digital.
Yannick, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Moi, je suis à 100% d'accord avec cette expression de centre de formation. Peut-être 2 sujets complémentaires pour penser l'avenir. Le premier sujet d'attractivité et un second sujet d'utilité. La France doit rester un pays attractif pour les entreprises du marketing digital. Pour être attractif, il faut marcher sur ces 2 jambes, qui sont parfois contradictoires d'ailleurs, à la fois une jambe très forte de qualité de la main-d'œuvre, donc d'investissement dans la formation, l'enseignement supérieur, et une seconde jambe qui est la stabilité d'un cadre fiscal et réglementaire permettant aux entreprises de se développer. Vous comprenez bien que l'un demande de l'argent et l'autre réduit potentiellement les recettes. Donc, encore une fois, il faut trouver effectivement un équilibre et définir des priorités. Le second sujet, qui est celui de l'utilité, on en a un peu parlé pendant le premier podcast, je pense qu'il est clé pour les entreprises du marketing digital. Effectivement, elles sont au cœur d'une économie qui est de plus en plus digitalisée. Donc, elles permettent d'infuser les compétences et elles permettent d'accélérer le nombre de transactions, finalement, dans la sphère commerciale. Mais demain, le basculement dans un monde de bas carbone va nous imposer 2 choses, à la fois de décarboner le mode de fonctionnement des entreprises du marketing digital, et Pierre pourra revenir sur les initiatives qui ont été lancées par Alliance Digitale, mais aussi et surtout, en tout cas c'est la valeur ajoutée que je vois à ces entreprises, accélérer les changements de mentalité. Et ces changements de mentalité, ils nécessitent de créer de nouveaux récits dans les produits ou les services que l'on essaie de vendre. Ces nouveaux récits, ce n'est pas l'administration française qui va arriver à les créer. Ce sont les entreprises du marketing digital qui sont mieux placées que toutes les autres pour le faire parce qu'elles savent faire appel à nos émotions beaucoup plus qu'à notre raison ou aux contraintes que l'on peut avoir en tant que citoyen et entreprise via les réglementations et la fiscalité. Très clair, merci. Alors, sur tout ce qui est notion de carbone, etc., je pense qu'il faudra très clairement refaire un épisode complet à ce sujet et un épisode qui dure un peu plus longtemps parce qu'il y a tellement de choses à dire, parce qu'en fait, ça touche à tous les pans de notre société. Stanley, est-ce que tu as une dernière chose à dire ? Non, déjà, vraiment merci à nouveau pour cette étude. Merci à EY et à l'Alliance Digitale parce que je trouve que ça apporte des réponses qui sont très concrètes et assez faciles à intégrer. Ce que je comprends aussi, c'est finalement la notion d'exemplarité de l'industrie du marketing digital dans les enjeux à venir. Je comprends aussi que au final, il y a quand même plus d'opportunités que de menaces dans tout ça. Oui, et d'ailleurs, l'un des chiffres qui ressort de notre étude sur le recrutement, c'est que plus de, je crois, 69% des entreprises interrogées prévoient de renforcer leurs effectifs en France. En dépit des enjeux qu'elles voient sur, et dont vous avez parlé lors du premier épisode, la dépréciation du cookie tiers, évidemment les enjeux liés au carbone dont Yannick vient de parler. 69% des entreprises prévoient de renforcer leur effectif en France. Je suis pas sûr, et Yannick connaît ça beaucoup mieux que moi parce qu'il fait des études de filière, qui est beaucoup de filières, et des chiffres similaires, en tout cas des perspectives aussi positives pour les années à venir. Eh bien, écoutez, on va rester sur cette note positive pour cet épisode. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci à vous d'être venus une nouvelle fois. Les liens de l'étude seront sur le site d'EY, de l'Alliance Digitale et même de Banous. Je mettrai le lien. Merci à vous de nous aider à promouvoir le podcast en partageant, en likant, en mettant des commentaires et spécialement sur Apple Podcast. Et puis, écoutez, on se dit à une prochaine fois. Et ici, chose importante, merci à Victoire de l'Alliance Digitale qui m'a aidé à organiser cet épisode. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.